merci infiniment d'être là aujourd'hui, donc pour le premier Culture G de la saison, en lien avec la formidable exposition dans la Petite Galerie cette année, dont Jean-Luc Martinez et Fabrice Douard sont commissaires, autour de archéologie et bande dessinée. Et où vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, ou si vous allez revoir, si vous l'avez déjà vu, combien l'archéologie est une source d'inspiration pour les auteurs de BD, mais on va en parler ce soir, et combien tout ça est très vif et très heureux. Je suis très heureuse d'accueillir pour cette nouvelle saison donc Ali Rebéi, qui nous a fait le grand honneur et la grande joie d'être toujours le grand maître de ces Culture G. Et merci infiniment de ta fidélité à nos côtés, Ali, qui nous est précieuse. Et merci infiniment à vous tous pour ces mercredis soirs qui essayent d'ouvrir des débats et des fenêtres nouveaux par rapport à l'histoire de l'art, qui offrent des points de vue nouveaux. Donc un grand merci à tous pour ces Culture G. Merci infiniment à l'ensemble de l'équipe qui les ont préparés, notamment à Florence Dinet, qui est donc chef de projet sur l'ensemble de la Petite Galerie, que je remercie très vivement, mais aussi à Anne-Sophie Hiverne qui coordonne tout le travail des étudiants. Merci beaucoup Anne-Sophie. Et bien sûr à la régie de l'auditorium, sans qui rien ne serait possible. Donc merci infiniment. À très bientôt. Très très belle soirée. Merci beaucoup. Et vraiment, merci infiniment de cette belle soirée à venir. Et vous avez le programme, c'est la première, mais il y en a beaucoup d'autres à suivre dans le programme. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un programme auquel on tient, qui ouvre des pistes, comme je le disais tout à l'heure, nouvelles. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire la pub de Culture G et de Petite Galerie. Merci beaucoup Dominique de Fonréau, qui vient d'être nommée directrice de la programmation et de la médiation culturelle au Musée du Louvre. Et je suis ravi, j'ai commencé ces mercredis avec toi Dominique, et on a commencé les mercredis de la Petite Galerie. C'était absolument formidable et je suis absolument content que tu prennes les rênes de cette direction de la programmation. Merci beaucoup Dominique de Fonréau. Merci. On peut l'applaudir parce que c'est... Merci à tous d'être venus ce soir pour ce nouveau cycle de conférences Culture G. Alors vous avez peut-être visité l'exposition L'archéologie en bulle à la Petite Galerie, c'est jusqu'en juillet 2019. Le co-commissaire c'est Fabrice Douard. Bonsoir Fabrice. J'ai eu la chance là de visiter cette exposition avec vous et franchement c'est absolument magique, formidable. On va en parler dans quelques instants. Et le co-commissaire de cette exposition c'est le président du Louvre, Jean-Luc Martinez. Une exposition qui met en lumière le dialogue fécond entre deux disciplines, la bande dessinée et l'archéologie. Et nous verrons ce soir quels sont les procédés communs, quel est le processus de création et d'interprétation qui rassemble l'auteur de BD, le BDiste et l'archéologue, comment la bande dessinée s'approprie les découvertes archéologiques entre fiction et réalité, on le verra ce soir. Et puis nous élargirons brièvement notre soirée à l'architecture, où l'un de nos invités, Didier Passamonique, à ma droite, nous montrera que les dessinateurs de BD peuvent se révéler être de vrais architectes, et d'ailleurs certains sont diplômés d'écoles d'architecture. Alors on prendra également appui sur des cas concrets. On parlera d'Astérix, d'Alix, de Tintin et de certaines œuvres de Skeuten et Peters. Fabrice Douard, donc responsable éditorial bande dessinée au Musée du Louvre. On vous doit notamment l'exposition Enki Bilal, Les fantômes du Louvre, et vous êtes donc le co-commissaire de l'exposition L'archéologie en bulle. Marc Jailloux, bonsoir. Vous êtes dessinateur et scénariste de BD, et vous avez notamment collaboré avec le grand Jacques Martin, le créateur de la BD Alix. Didier Passamonique, bonjour. Vous pouvez prendre votre micro, c'est pas interdit. Vous êtes l'un des principaux acteurs de la bande dessinée francophone. On vous appelle professeur Passamonique dans le petit milieu. Vous êtes à la fois journaliste, directeur de collection, commissaire d'exposition, et vous avez notamment participé à l'ouvrage collectif Alix, l'art de Jacques Martin. Bonjour Yves Le Bechneck. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes archéologue à Amiens Métropole. Vous connaissez bien la pyramide du Louvre parce que vous avez participé aux fouilles avant son édification. En fait, j'ai commencé à être payé juste en haut de la salle. C'est vrai ? À l'époque où c'était encore les hôtels nobles le long de la rue Fromenteau. Alors, Fabrice Douard, comment est née cette exposition que je viens de visiter, qui est vraiment merveilleuse, je le dis. C'est un écrin vraiment merveilleux. Racontez-nous sa genèse, sa mise en œuvre et sa muséographie. Faites-nous visiter l'exposition. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, franchement.
Surtout qu'il y aura du renouvellement tout au long de la saison. Mais expliquez-nous la genèse et faites-nous visiter l'exposition. Ouais. Bonsoir à tous. La genèse de l'exposition, c'est qu'en fait, je m'occupe de bande dessinée depuis 15 ans, à peu près maintenant, au musée du Louvre. J'ai lancé une collection avec les éditions Futuropolis, où on invite tous les ans un auteur de bande dessinée à venir, on lui donne une carte blanche, à condition qu'il se serve d'un objet comme scénario scénaristique, voilà, comme matériau scénaristique, pardon. Donc le directeur du Louvre, à l'occasion de la 4e édition de Petite Galerie, a pensé à moi, puisqu'il voulait inviter la bande dessinée, et c'est tout naturellement qu'il m'a demandé de l'assister pour la partie bande dessinée de cette exposition. Donc ça fait maintenant un peu plus d'un an, et donc cette salle de Petite Galerie qui est conçue à l'intention quand même des écoles, mais aussi surtout, je pense qu'il y a un intérêt dans cette Petite Galerie qui est une sorte de sas d'entrée aux collections du Louvre, qui sont évidemment gigantesques, qui peuvent un peu effrayer, alors que là, par cette petite dimension, par ces salles un peu de dimension, de taille humaine, on peut comme ça avoir déjà une première sensation des collections, et ensuite s'orienter vers ce qu'on aura choisi. Donc là, en l'occurrence, c'est l'archéologie, le thème annuel, alors qu'avant c'était le théâtre, etc. On a eu aussi les mythes et héros de l'Antiquité, pour rappeler Dominique, je ne sais pas où elle est. Et donc, tous les ans, on invite un art. Et cette année, donc, c'est la bande dessinée, après le théâtre, après la danse, après le cinéma. Comment vous l'avez imaginé? Comment voilà. Vous avez mis en scène les deux disciplines, l'archéologie et la bande dessinée? Alors c'était pas évident de prime abord, puisque on peut penser que c'est deux faux amis. Et en fait, plus j'ai travaillé le sujet, plus j'ai essayé de restreindre un peu à l'essence de ce que représentent ces deux disciplines, c'est-à-dire l'archéologie et la bande dessinée d'autre part, puisque je n'avais pas l'intention de montrer un peu une discipline qui illustre l'autre, ça aurait été un peu rébarbatif. Là, l'idée était au contraire de voir à quoi correspond quelle est l'essence tout d'abord de l'archéologie, à quoi correspond cette discipline. Alors j'ai trouvé 4 moments importants, donc qui ont été validés évidemment par Jean-Luc Martinez, qui sont le point de départ, tout d'abord. Donc la première salle, on montre un peu qu'est-ce qu'un archéologue, parce qu'il faut aussi montrer l'évolution avec la discipline des gens qui la constituent, et aussi donc le point de départ, c'est-à-dire souvent l'origine, c'est le livre, la Bible, Homère, les textes sacrés antiques, qui donnent envie au lecteur, alors qu'il soit jeune ou plus âgé, d'aller se rendre sur place, d'aller découvrir peut-être des trésors, mais en tout cas d'aller retrouver ces civilisations antiques, perdues, anciennes ou moins anciennes. Donc ça, c'est le point de départ, c'est le livre, la motivation de départ, le livre, et ensuite évidemment le fantasme, la découverte. Donc ça, c'est dans la salle 2. Évidemment, nous tous, quand on va fouiller évidemment régulièrement le week-end dans le jardin de notre grand-père, on est persuadé de trouver une cassette remplie d'or. Hein. Et bien là, c'est pareil. L'archéologue, lorsqu'il part sur un site, quelque part en Orient, en Égypte ou ailleurs, ou en Grèce, il se dit qu'il va forcément trouver un trésor. Et donc, c'est une des motivations les plus fortes qu'il peut ressentir. Mais en fait, en guise de trésor, on trouve beaucoup d'objets du quotidien, parfois des armes, mais autre chose que des pièces de monnaie ou des gemmes. Donc voilà, c'est la deuxième salle axée sur le trésor et son fantasme. Et aussi, on a voulu faire un petit focus, un petit point sur l'archéologie sous-marine, parce qu'on ne fouille pas que sur la terre, on fouille aussi dans l'eau. Et c'est intéressant d'en parler, parce qu'on en parle assez peu de cette discipline. Voilà. Enfin, dans la troisième salle, le troisième point était pour un archéologue, une fois qu'il a découvert des objets, quoi qu'il est parti, qu'il a découvert, il va commencer à classer. Alors à l'image du 19e siècle et de ce qui se passait dans les sciences naturelles, des muséums, l'archéologue va se servir de ce type de classement pour établir des typologies, pour établir ensuite aussi une autre discipline qui est ce qu'on appelle la stratigraphie. C'est quoi? Expliquez-nous. Voilà. Alors la stratigraphie, au préalable, quand on arrivait sur un site, on fouillait, on va dire, on dévastait un peu tout, parce qu'on creusait, on se disait, plus on creuse et plus on va trouver des choses. Alors si on était devant un tel, on commençait à fouiller par en dessous et tout s'écroulait, évidemment. On a découvert des choses, c'est-à-dire que l'archéologue, au fur et à mesure, a découvert que s'il commençait à fouiller par le haut, on n'allait pas tout abîmer, mais aussi, surtout, on allait pouvoir reconstituer par tranche d'occupation du site ou du sol, en tout cas, par tranche d'occupation, on va retrouver les civilisations, les époques de chaque tranche, de chaque temps d'occupation d'un site. Et donc de pouvoir justement dater, de façon relative évidemment, mais en tout cas de pouvoir dater plus précisément l'occupation de ce site. Donc ça sert beaucoup avec la typologie, du coup, à reconstituer un temps, une temporalité à un site. Voilà. Donc une fois qu'on a classé, il reste la 4e étape, la dernière, j'ai envie de dire, qui est peut-être la plus dure, qui est celle de l'interprétation. Celle de, une fois qu'on a des objets, qu'on les a trouvés à cet endroit, on va essayer, l'archéologue en tout cas va essayer d'en déduire des hypothèses
plus ou moins infirmés, plus ou moins confirmés, qui vont avec le temps évidemment s'établir ou se désagréger. Donc on est aussi là dans un univers, dans une sorte d'hypothèse, par exemple en ce qui concerne la préhistoire, où l'archéologie en tout cas, ne fonctionne que sur des comparaisons et ne peut pas établir de vérité absolue, puisqu'il n'existe aucun texte qui peut préciser ou qui peut infirmer telle ou telle hypothèse. Donc ça montre bien, ça nous fait réfléchir sur notre civilisation tout d'abord, sur le fait qu'on est quand même assis sur quelque chose de très flottant, de très mouvant. Donc c'est très bien pour imaginer nos mythes et la constitution de notre société. C'est très intéressant de réfléchir à ça. Donc enfin, on interprète. Alors j'ai repris ces 4 points, ces 4 moments clés de l'archéologie avec la bande dessinée. Et je me suis rendu compte que le parallèle était assez évident à ce moment-là. Alors tout d'abord avec 2 points principaux, 2 éléments communs principaux, qui sont le dessin et la pratique du dessin. Les archéologues eux-mêmes dessinaient au XVIIIe, XIXe siècle, évidemment, hein, peut-être moins au XXe, mais tu nous diras plus tard. Mais en tout cas, ou alors ils étaient accompagnés par des artistes, dessinateurs, qui faisaient les relevés de fouilles, qui faisaient le dessin des objets trouvés. L'archéologue, dans ses carnets, notait évidemment son quotidien de fouilles sur le chantier, etc. De même qu'un auteur de bande dessinée va aller dans les musées ou ailleurs pour s'inspirer d'objets avec lesquels il va construire son récit. Donc on est déjà vraiment, le dessin constitue le point commun essentiel à ces 2 disciplines. Et un autre point commun évident qui est le goût de l'histoire. Et des histoires. Et des histoires, évidemment. Donc des hypothèses émises par les archéologues, mais aussi, du coup, des hypothèses, des histoires racontées par des dessinateurs de bande dessinée qui concernent le passé ou la science-fiction. Donc voilà, on a ce goût de l'histoire qui rassemble ces 2 disciplines. Je trouvais que c'était assez important et ça traverse ces 4 salles comme ça de l'exposition. Alors, donc évidemment, le dessinateur, comme je l'ai dit au début de bande dessinée, va prendre le relais, en plus c'est ça qui est intéressant au XXe siècle, des dessinateurs du XVIII ou du XIXe siècle, comme Flandin ou autres, ou Belly, qui accompagnaient les expéditions archéologiques. Et après, lui aussi, on va retrouver dans la bande dessinée ce fantasme du trésor. Du galion espagnol, voilà, par exemple, rempli de pièces d'or. Bien sûr, qui a coulé au moment de la flibusterie, qui a coulé, et que nous-mêmes, un jour, lorsqu'on fera une plongée, on découvrira, quoi, c'est évident. Donc voilà, il y a ce fantasme associé au trésor, donc du jardin au fond des mers. Et puis ensuite, pour le classement, c'était un peu plus difficile, je l'avoue, où on a pour la bande dessinée, mais là, comme au cinéma, on a le jeu sur le flashback qui compte. Donc c'est la stratigraphie mémorielle, si je puis dire ainsi, qui joue, qui entre en jeu. Et donc on a un exemple là avec Louis Fang et Philippe Dupuis dans L'Art du chevalement, où un jeune mineur, par exemple Orfeo, découvre la galerie du temps à Lens et par le geste d'une statue de Suse, évidemment, qu'il voit, ce geste lui rappelle immédiatement un moment de son adolescence où sa petite amie, derrière un baraquement de mineurs, lui avait montré sa poitrine de la même façon. Donc voilà, on a ce jeu comme ça qui joue. Et puis bon, la typologie, certains auteurs de BD arrivent à en faire parfois. C'est vrai que c'est un peu moins flagrant. Yves Le Bechneck, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement votre travail d'archéologue, au-delà des clichés et des images d'Épinal? Alors, au-delà des clichés, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'archéologie, c'est en gros 3000 chercheurs, dont une très grande majorité travaillent sur le territoire national, et plutôt dans une problématique de valoriser ce territoire, plutôt que de partir sur l'ailleurs et de faire quelque part de colonialisme, et que d'autre part, ces chercheurs travaillent dans un contexte qui est celui de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'ils travaillent avant que, par exemple, la salle dans laquelle on est assis soit construite. Hein, c'est 83. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette archéologie, elle bouscule un peu ses codes, et évidemment, quelque part, elle retombe dedans. Elle retombe dedans parce qu'évidemment, il y a un temps de l'avant. Ce qui nous donne envie, c'est le permis de construire. C'est un document administratif qui dit « vous allez pouvoir construire là ». C'est plus la Bible. C'est plus la Bible, heureusement, parce que ou pas. Ça marche pas très bien en fait quand on veut illustrer les choses. En revanche, le reste du déroulé est très proche, à ceci près que mon carnet de dessin, il est là, parce qu'en fait, plus ça va et moins on dessine. C'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, ça veut dire que derrière, il y a aussi une suite Adobe. Et là, on retombe sur des problèmes qui sont plus proches d'une partie de nos collègues BDistes. Et on va devoir retravailler ces images, on va devoir les redigérer. Et ça, pour une chose, qui est permettre que les vivants aient de la place
pour construire au quotidien, sans pour autant perdre la mémoire. Voilà, on est dans cette tension-là, essayer de faire que aucun mètre carré construit aujourd'hui en France ne soit une perte sèche pour la mémoire. On est en train de préparer les collections des musées de demain. En sachant que quand on a 10 000 os animaux issus d'une fouille, là, par contre, on a un vrai problème quant à la muséification de ces choses-là. Et on est sur ces questions-là pour le moment. Yves Le Bechneck, quelle est votre motivation profonde? Qu'est-ce qui vous pousse à fouiller? Alors, qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à fouiller? Et je crois que c'est vraiment cette nécessité que de conserver des traces d'une mémoire. Bon, c'est un travail de traces matérielles, mais il se double d'autres types de conservation de mémoire. Et ce qui m'a poussé un jour à faire archéologue, puisque c'était une des questions qui était posée en sous-texte, c'est le fait que dans la classe où j'étais au collège, il y avait des photos d'un grand monsieur qui est André Leroy-Gourhan en train de fouiller avec ses équipes, et que c'était le seul moment où on pouvait sortir de la classe. Lisa Jousset, vous êtes étudiante en première année à l'école du Louvre, je ne vous ai pas encore présenté. Vous allez tout à l'heure nous parler de Black et Mortimer. Juste votre regard, je crois que vous êtes allé 5 ou 6 fois visiter l'exposition L'archéologie en bulle. Et pourquoi cet attrait pour cette exposition? Tout d'abord, bonsoir. Et alors, c'est très simple, c'est que je suis à l'école du Louvre, c'est pas pour rien. Je suis passionnée d'archéologie, d'histoire, de l'art en général. Et mon autre passion dans la vie, c'est la bande dessinée. Donc, je pense que cette expo a été faite pour moi. donc, je prends vraiment plaisir à y aller, à y retourner, à y emmener des gens, à feuilleter les ouvrages qui sont là-bas. Je la trouve vraiment très agréable, très bien faite. Qu'est-ce que vous en retirez de cette exposition? Le parallélisme qui est vraiment assez cohérent, flagrant, et la muséographie, la scénographie qui est vraiment très très bien faite et très pédagogique. Et les œuvres choisies sont vraiment aux petits oignons. Quelle est celle qui vous a le plus frappé? Oh, je sais pas. Surtout la dernière salle, je pense, mais c'est la plus complète aussi. Mais... N'ayez pas ça, Monique, votre regard sur cette exposition, et Marc Jailloux également. Moi, je suis absolument épaté parce que d'abord, effectivement, le découpage, le scénario de l'exposition est extrêmement clair et documenté. C'est-à-dire qu'on se trouve face à un véritable connaisseur de l'histoire, mais aussi un amateur de bande dessinée. Et les originaux qui sont là, s'ils sont à tomber par terre, ce sont des pièces de... Prince Valiant, par exemple. Un original de Prince Valiant, enfin une création de 1934 par Harold Foster, et qui est le summum déjà à l'époque du réalisme dans le dessin. C'est-à-dire que c'est déjà un dessinateur qui va aller chercher des documents, qui fait pas ça de chic. Et surtout, il y a une formation académique derrière. On sent quelqu'un qui sait dessiner des anatomies, qui sait dessiner des constructions architecturales. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas le seul chef-d'œuvre. Dans le Louvre, il y a la victoire de Samothrace et d'autres choses comme ça. Dans cette expo, il y a quelques Jocondes qui valent le détour. Marc Jailloux, votre regard sur cette exposition? Je rejoins Didier sur tout ce qu'il a dit. Effectivement, on est bluffé par la qualité des œuvres, par la diversité des auteurs. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est marrant, c'est une planche avec le surfeur d'argent. J'ai eu la chance de faire la visite hier. J'ai trouvé ça très très intéressant parce que autant quelque part pour moi la relation entre l'auteur de bande dessinée et l'archéologie, elle est presque évidente. Bon, je suis né un peu en lisant Alix, Black et Mortimer, donc le mystère de la Grande Pyramide ou l'Antiquité. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette planche américaine du surfeur d'argent où je me suis dit c'est marrant parce que les États-Unis, pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a eu des choses sûrement dans l'Antiquité. On connaît très peu de choses, voire pas très peu. Et finalement, ils ont cru bon de devoir s'inventer une propre archéologie.
dans le sens où ils sont partis dans l'espace, ils envoient le surfeur d'argent dans l'espace pour aller découvrir d'autres planètes. C'est-à-dire que chez eux, ils ont pas suffisamment de matière à fouiller, donc on va fouiller dans l'espace. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez formidable. Rappelez qui est le surfeur d'argent pour ceux qui ne l'ont jamais lu. C'est Didier Passamonique, évidemment. C'est le spécialiste. Professeur Passamonique, allez-y. Je peux en parler. C'est un personnage secondaire des X-Men qui est en fait le héros de Galactus, c'est-à-dire Galactus est une espèce de monstre qui veut bouffer la Terre, toute l'énergie qui se trouve sur la Terre, et il a un héros qui est le surfeur d'argent et qui va tomber en compassion pour le genre humain, et c'est tout le drame du surfeur d'argent. Et c'est intéressant surtout, c'est que bon, il aura sa série, il n'est pas que secondaire, parce que moi j'aimais beaucoup le surfeur d'argent ado, mais surtout c'est qu'avant de devenir le surfeur d'argent, il s'appelait Norinrad, il vivait sur une planète, donc évidemment qu'on ignore encore sur la planète Terre, c'est un extraterrestre, et avant de devenir le héros comme ça de Galactus, il s'ennuyait parce qu'il faisait partie évidemment d'une certaine élite de sa société, et pour noyer son ennui, il s'intéressait au passé de sa planète déjà, donc c'était ça qui était intéressant aussi. Je trouvais que c'était assez parlant, quoi, en fait. Didier Passamonique, c'est le goût du dessin qui rassemble évidemment l'archéologue et le dessinateur. Ça dépend. C'est le goût du dessin documenté. C'est-à-dire que on aura l'occasion d'en reparler. Le problème numéro 1 d'un dessinateur, c'est comment je représente. Je sais pas, je représente César. À quoi ressemble César ? Si je dois le dessiner, est-ce qu'il a une barbe, est-ce qu'il a une couronne, et donc à partir de là, il y a un travail de recherche d'historien. Et ce qui est extraordinaire dans la bande dessinée, c'est qu'on voit aujourd'hui, enfin même depuis le début en fait, il y a un dialogue entre les historiens et la bande dessinée, et on voit même des auteurs de bande dessinée donner des leçons aux historiens. Les bandes dessinées de Jacques Tardy sont souvent d'une documentation supérieure à même des historiens de la guerre de 14, parce que certains historiens de la guerre de 14 vont s'intéresser qu'à l'aspect sociologique ou à des aspects bien localisés du savoir, tandis que le dessinateur de bande dessinée doit aborder absolument tout. Et il n'y a pas un bouton qui manque aux redingotes chez Tardy. Et c'est documenté, c'est vraiment très documenté. C'est quelqu'un qui fait la leçon aux historiens. En fait, l'auteur de bande dessinée n'étant pas scientifique, lui, il peut se permettre justement des hypothèses, il peut se permettre des tentatives de représentation que ne se risquerait pas un spécialiste justement en archéologie ou en histoire, qui lui serait tout de suite... qui risque sa réputation. Qui risque sa réputation, voilà. Donc l'auteur de bande dessinée a cette possibilité effectivement de s'immerger complètement et d'émettre des hypothèses. Ce qui est très anglo-saxon d'ailleurs par ailleurs, parce qu'on remarque dans l'archéologie, il y a quand même deux courants très forts. Moi je vois bien pour tout ce qui est documentation, les anglo-saxons là-dessus, il y a beaucoup de choses, donc des fois très très fausses, mais nous on a beaucoup critiqué par exemple Viollet-le-Duc, qui était justement, mais si Viollet-le-Duc n'avait pas existé, il y aurait peut-être plus grand chose à voir d'une certaine époque du Moyen-Âge. Yves Le Bechneck, l'un des points communs entre l'archéologie et la bande dessinée, c'est que, et vous l'expliquez souvent, la fouille, c'est le découpage d'une histoire en petits morceaux. Oui, alors ça c'est intéressant parce que ça renvoie en fait à un mouvement complet des idées à partir des années 30, où on va s'intéresser d'abord au langage, et où on va travailler la matière même du langage. Et on va travailler en cassant en petits paquets, en petits blocs. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là, dans les deux disciplines, en fait, on va avoir une démarche commune, au moins chronologique, et probablement avec pas mal de ponts communs entre les deux. En particulier avec un personnage comme Lewis Carroll, qui est vraiment un nœud, et qui va permettre cette déconstruction du langage, cette déconstruction du récit, parce que ce qui est en commun, c'est véritablement ce travail sur le récit et sur un récit inscrit dans le temps et qu'on va casser en morceaux pour pouvoir le documenter. Fabrice Douard. Moi, ce que je disais un peu tout à l'heure, je pense qu'effectivement, entre la bande dessinée et l'archéologie, ou l'archéologue plus exactement, là, il y a vraiment un point commun très fort, c'est ce goût de l'histoire, en tout cas, alors fragmenté ou pas, ce goût du récit, ce goût de la narration, avec plusieurs degrés, en tout cas pour l'archéologie, qui, à mon sens, va montrer ou va raconter déjà la découverte de l'objet, donc on a une première histoire, comment on l'a découvert, pourquoi, etc. Là ensuite la découverte de la civilisation qui a donné naissance à cet objet, et donc et après peut-être même l'histoire de l'objet lui-même si on arrive à la définir. Donc voilà, il y a plusieurs degrés là aussi de narration qui sont intéressants. Et nous sommes vraiment les enfants de l'histoire. Quand on regarde la civilisation occidentale, en fait c'est à partir d'un récit
qu'on est en train de s'étriper encore aujourd'hui sur les religions. Un simple récit, et quel récit fait de briques et de broc. Dans la Bible, on a aussi bien des poèmes érotiques que des récits épiques ou des codes, des codes, des législations, des codes législatifs. Et puis il y a aussi il y a l'histoire de l'extérieur, mais aussi l'histoire intérieure. Qu'est-ce que la psychanalyse, sinon une recherche historique en nous-mêmes, quoi. Et donc, c'est ça qui est fascinant, en fait, c'est qu'on est toujours dans cette recherche du storytelling, à la fois pour se projeter, pour se raconter aux autres, et en même temps pour comprendre comment les autres fonctionnent. Yves Le Bechneck ? Oui, pour revenir en fait à ce que disait Didier sur l'œuvre de Jacques Tardy, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une totale inversion. Très souvent, on a tendance à dire « qu'est-ce que pensent les archéologues de la BD ?» Comme si la BD était censée être fausse et les archéologues avoir le savoir. Dans le domaine très particulier de l'histoire de la Première Guerre mondiale et de l'archéologie de la Première Guerre mondiale qui se développe aujourd'hui, on est presque à l'inverse. S'il n'y avait pas eu l'intérêt de Tardy et s'il n'y avait pas eu ce travail sur le matériel, je pense qu'on n'aurait pas aujourd'hui l'archéologie qu'on a pour cette période-là. Ce qui fait qu'on va tout le temps l'embêter en lui demandant des illustrations. Mais bon, ça c'est un détail. Sans compter qu'il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que l'histoire de la guerre de 14 était celle des vainqueurs, des généraux, juste après la Première Guerre mondiale. Et Tardy s'intéresse à l'histoire des soldats. Il est à niveau de soldat. Il est à niveau de piétaille, j'ai envie de dire. Marc Jailloux ? Oui, c'est vrai, comme je pensais justement à la cité de Pompéi, par exemple, où pendant très très longtemps, on a eu une vision de l'Antiquité qui était une Antiquité lumineuse, dorée, parce qu'évidemment, quand les archéologues se retrouvaient à Pompéi devant la Villa du Faune ou des Mystères, ils allaient directement sur la statue principale dans l'atrium. Au bulldozer, on enlevait tout ce qu'il y avait dans la rue et on allait directement voir la belle pièce. Et maintenant, on se rend compte qu'on a perdu énormément d'informations. On suppose qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient aussi dans la rue. Pas forcément des SDF au sens où maintenant on met plutôt des gens qui avaient des maisons en bois ou accolées à ces grandes villas, et on en apprend beaucoup plus, voilà, et on se rend compte qu'effectivement il y avait vraiment une frange de la population qui vivait vraiment pas du tout comme dans cette antiquité fantasmée et lumineuse. Lisa, j'aimerais que vous évoquiez l'art d'Edgar P. Jacobs à travers sa série culte Blake et Mortimer et son traitement de l'Égypte ancienne. Alors oui, du coup on va parler de cette BD-là, qui est Le mystère de la Grande Pyramide. Elle a été éditée entre 1950 et 1952. Elle prend son histoire autour du site de Gizeh, et pour la petite histoire, 2 ans après la publication, il y a un égyptologue égyptien qui a retrouvé encore la chambre des barques de Khéops sous la pyramide, donc comme quoi le site n'a pas encore livré tous ses mystères. Qu'est-ce que ça raconte ? Jacobs, il raconte l'histoire de Blake et Mortimer qui cherchent la chambre secrète de Horus. Et pourquoi il la cherche ? Parce que dedans, il y aurait le trésor d'Akhénaton, qui est un pharaon qui était considéré comme hérétique par ses successeurs, car il vouait un culte à Aton, le dieu du disque solaire. Pour documenter son récit, Jacobs il a mené un travail assez rigoureux. Il a fait beaucoup de dessins préparatoires à partir de photos de repérage et de photos d'archéologues. C'est d'ailleurs, il y a eu une exposition au musée d'histoire naturelle à un moment de ces dessins préparatoires. Il a aussi lu Hérodote, donc un auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, et Mariette, un égyptologue du 19e siècle, entre autres évidemment. Et pour illustrer cette fameuse chambre, il suit la description qu'Hérodote en fait dans l'Euterpe 124, qui dit, je cite, qu'elle est aménagée dans une île ceinturée d'un fossé maçonné alimenté par un canal amenant l'eau du Nil à la saison des crues. Et il s'est rendu compte, avec cette description, qu'elle était très semblable à l'Oséiron, c'est-à-dire le temple d'Osiris, dans le temple funéraire des pharaons Séti Ier et Ramsès II à Abydos. Et il a fait part de cette hypothèse de similarité de structure à un égyptologue belge qui s'appelle Pierre Gilbert, qui en plus
de lui plus ou moins confirmer cette hypothèse. Il ne peut pas s'avancer, c'est un archéologue, on en parlait tout à l'heure. Il lui a fourni beaucoup de documentation et il lui a fourni de l'aide pour la rédaction en véritable hiéroglyphe de la pierre de Maspero, qui est l'élément déclencheur un peu de la bande dessinée. D'ailleurs, cette pierre apparaissait tellement réelle que certains lecteurs l'ont cherchée pendant longtemps au musée du Caire, alors qu'elle n'existe pas. Les guides disaient même qu'elle était partie en voyage. Et donc ce grand travail de documentation livre dans cette bande dessinée une vraie visite du Caire, du musée du Caire, donc avec les grands chefs-d'œuvre comme les statues osiriaques de Akhenaton, ou encore des décors monumentaux qui sont inspirés de photos, et un parcours pour accéder à cette fameuse chambre qui s'inspire aussi des plans des tombeaux pyramidaux avec les dédales, les corridors et les puits pour accéder aux chambres. On en parlait, Jacob s'est heurté au problème d'auteur, savoir livrer un récit à la fois cohérent et plaisant pour les lecteurs, mais en même temps a des problèmes d'archéologue, car il a mené des grandes investigations, il s'est beaucoup documenté, il a émis des hypothèses afin de reconstituer du mieux qu'il pouvait le site sur lequel il s'intéressait. Il nous livre donc une œuvre qui est à la fois instructive mais distrayante et qui aborde d'autres thèmes très importants dans l'archéologie, savoir le pillage, le trafic d'objets archéologiques, la compréhension de ces objets et la transmission des savoirs. Et d'ailleurs, on peut se demander si finalement la bande dessinée n'est pas pour tous ces auteurs un vecteur idéal pour transmettre à travers des visuels et des intrigues, à transmettre tous ces savoirs et les passions d'archéologues. Brillante intervention de Lisa Jousset. Absolument. Didier, vous qui êtes un grand spécialiste d'Edgar P. Jacobs. Écoutez, je crois que je suis le seul autour de cette table à l'avoir rencontré. Oui, je confirme. Et donc, je vais vous raconter ma rencontre avec Jacobs. Ça mettait plusieurs mois. En fait, je connaissais un de ses amis intimes qui est Jacques Lody, que vous connaissez puisque c'est lui qui a prêté ses traits au capitaine Blake dans Blake et Mortimer. Et donc, j'étais un grand ami de Jacques Lody et je l'avais évidemment convaincu d'essayer de m'organiser une rencontre. Et pourquoi ça a mis autant de temps pour rencontrer Jacobs? Parce que quand on entrait chez Jacobs, là, il vous se faisait entrer dans le salon et au moment où vous entriez dans le salon, la musique se mettait en route et il y avait des lumières qui s'allumaient parce qu'il avait vraiment organisé son séjour en musée. C'est-à-dire qu'on voyait ses planches, on voyait des objets, il y avait une armure, il y avait une armure, il y avait une hallebarde. En fait, c'était tout. Et donc c'est quelqu'un qui était absolument passionné d'histoire et surtout, il a travaillé avec Hergé. Et Hergé, c'est quelqu'un qui a impulsé dans la bande dessinée quelque chose de très important. En fait, c'est de la documentation. C'est cette question de documentation. Comment ça se passe? On est en 1934. Hergé vient d'envoyer son personnage de Tintin, ses personnages Tintin et Milou en Amérique, et puis au Congo, et puis ensuite en Amérique, et il annonce qu'il va envoyer Tintin en Chine. Et là, Hergé reçoit la lettre d'un missionnaire jésuite qui est allé en Chine, qui lui écrit « Écoutez, monsieur Hergé, si vous commencez à représenter les Chinois de façon stéréotypée avec des longues nattes et puis de parler de torture et de choses comme ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous voulez, je vous recommande de rencontrer un jeune homme qui fait ses études d'art à Bruxelles qui s'appelle Chang. » Et voilà comment Hergé va rencontrer le Chang qui va inspirer le Chang de Tintin. Et en fait, ce Chang va amener le dessin chinois dans l'œuvre d'Hergé, c'est-à-dire un dessin précis, très détaillé, avec un sens de l'observation. Et d'ailleurs, toutes les lettres en chinois dans Tintin et le Lotus bleu sont calligraphiées par Chang, pas par Hergé. Et donc, Hergé va comprendre qu'un dessinateur a une responsabilité, qu'on ne montre pas n'importe quoi. Et vous savez qu'aujourd'hui, Tintin vend 1 million d'exemplaires en Chine par an grâce
au lotus bleu parce qu'il représente l'agression japonaise de la Mandchourie dans cet album, qui est un fait historique et hystérique peut-être, tellement bien représenté que les Chinois en ont fait une partie de leur histoire. Alors, le rapport avec Jacob, c'est que Jacob, c'est un héritier il travaille dans le studio d'Hergé, mais Jacob, c'est quelqu'un qui arrive à la bande dessinée assez tard, à 45 ans. Avant ça, il était chanteur d'opéra. Et donc, c'est quelqu'un qui a le sens du décor, de la mise en scène. Et donc, quand il choisit un sujet comme celui-là, il choisit parce que c'est Aïda, quoi. On est dans l'opéra. Et il ne le fait pas n'importe comment parce qu'il hérite d'Hergé le sens de la précision et de la documentation. Et donc il va voir un archéologue qui est très connu en Belgique, qui s'appelle Jean Capard, qui est le directeur du musée d'art et d'histoire du cinquantenaire à Bruxelles. Et c'est Capard qui va fournir l'essentiel des informations. Et vous remarquerez dans cette couverture, en bas à gauche, en hiéroglyphes, si vous avez étudié les hiéroglyphes, vous reconnaîtrez les lettres de J, de C, parce qu'il n'y a pas de voyelles dans les langues sémitiques anciennes, et le double S de Jacobs, qui sont les deux. Donc vous voyez à quel niveau de précision on se trouve. L'égyptologue sait qu'on lui parle quand on voit des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs dans un cartouche royal, vous le remarquerez. Marc Jailloux. Non, mais c'est vrai que ce que dit Didier, c'est qu'en fait, pour ces dessinateurs, pour un dessinateur, représenter une époque du passé, il faut vraiment, c'est une époque qu'il faut vraiment aimer, apprécier. Il faut se projeter dedans. Il faut vraiment faire un vrai travail d'immersion pour être capable justement de la restituer et de la faire apprécier au lecteur. Lisa, une question peut-être à Didier Passamanic. Non, en tout cas, merci beaucoup. Yves Le Bechneck, pour vous, la BD et l'archéologie doivent dialoguer parce que ça permet de faire connaître au plus grand public vos recherches, vos fouilles. C'est très important pour vous. On a en fait une double problématique. La première, c'est que on est dans une génération d'archéologues qui ont tous lu des BD. Ce n'était pas forcément le cas des générations précédentes. Et qui continuent à en lire. Au moins dans l'équipe. On a fait un petit tour avant. La deuxième, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la place de la bande dessinée comme objet muséal ne pose plus vraiment de problème. C'est en train de se construire. La manière de présenter ces pièces, la manière de les scénographier, là on a un superbe exemple, ne pose plus vraiment de problème. Ce qui fait que pour nous, en effet, c'est un moyen, sauf que les moyens, l'archéologie a appris dans ses rapports compliqués avec l'histoire qu'être un moyen, ça ne marchait pas bien. Donc on cherche aujourd'hui des gens qui aient envie de se saisir de nos données, non pas comme des moyens pour nous, pour communiquer, mais comme des moyens d'échanger. Parce qu'en fait, si on inverse les choses, c'est-à-dire si c'est l'archéologue qui dit « dessine-moi un mouton », ou « dessine-moi la fouille telle que je suis en train de la faire », rapidement, on se rend compte qu'on pose des milliers de problèmes inattendus. Et que les problèmes, bon là par exemple on a des beaux exemples, hein, expliquez-nous. L'archéologie picarde dans toute sa belle splendeur, c'est-à-dire des structures érodées, des structures qui sont des bases, on en parlera tout à l'heure, des bases de maisons, etc. Y compris le climat. Hein. C'est pas l'Égypte. On a d'autres conditions de conservation, il faut en profiter. Et donc on peut de fait avoir directement accès à la matière osseuse sans les bandelettes. Ça peut être aussi assez pratique. Au demeurant, c'est quand même une archéologie du quotidien qui va passer par cette déconstruction d'un récit en multiples petits morceaux. Ça, on est très fort. On est un peu moins fort quand il faut reconstruire derrière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la fouille du Louvre n'est toujours pas publiée. On y travaille. On a bon espoir d'y arriver, mais
c'est toujours pas fait. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les réticences en fait à restituer. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas certain, on fait pas. Donc c'est vrai que c'est pour ça, je pense qu'il y a un attrait pour la bande dessinée croissant, pour même le cinéma, pour tout ce qui est visuel et 3D. On voit énormément maintenant de modélisation en 3D et j'en bénéficie d'ailleurs pour mon travail. Et effectivement, on se rend compte que maintenant, c'est devenu indispensable quoi, d'avoir des images. Didier Passamonique, vous l'évoquiez là il y a quelques minutes, l'une des grandes particularités de la bande dessinée franco-belge, c'est d'être une bande dessinée de documentation. Oui, en fait, c'est très vieux, ça vient du 19e siècle, parce que la bande dessinée, les images d'Épinal servaient de support éducatif. Et d'ailleurs, longtemps, dans les classes, on avait des images. Parce que ce qui est fort dans la bande dessinée, c'est que non seulement on vous raconte l'histoire, mais on vous la raconte avec des images. Et cette association entre l'image et l'histoire, c'est beaucoup plus fort que si on devait simplement raconter les choses de façon factuelle. Et donc cette documentation, au fond, va induire complètement la façon dont on va dessiner. Dès la fin du 19e siècle, dans les aventures du sapeur Camembert ou de la famille Fenouillard, on a un dessin hyper précis, parce que l'auteur du sapeur Camembert, c'est pas seulement un dessinateur, il est aussi professeur à la faculté. Et donc c'est un scientifique qui dessine, et ça induit, ça impacte sur son dessin. On verra tout à l'heure que les dessinateurs font pas seulement œuvre d'historien en restituant des choses, ils sont aussi designers ou carrément architectes, quoi. C'est-à-dire que on va rêver aussi les images, mais on va les rêver à partir d'effets vrais, parce que, comme dit Baudrillard, il y a plus vrai que le vrai, il y a le vraisemblable. Fabrice Douard. Oui, j'ai peu de choses à rajouter à ce qui vient d'être dit. C'est qu'effectivement, je pense que nous sommes maintenant dans une civilisation et une société de l'image, quelle qu'elle soit. On voit que la place qu'occupent les écrans auprès des jeunes, ou même auprès des plus grands, voilà, le cinéma, la télévision, etc. Et donc la bande dessinée, du coup, là, tire un peu son épingle du jeu, parce que c'est pas que des images, c'est des images et une narration. Et c'est ça qui la rend vraiment très intéressante à notre époque, puisqu'on est et dans l'image et dans ce storytelling dont tu parlais tout à l'heure, dans cette volonté de narration permanente. Marc Jailloux. Et puis ça reste un crayon et une gomme pour restituer l'Antiquité. Ça demande pas les moyens. Quand on veut faire un péplum, tout de suite ça veut dire de l'intégration 3D, une partie des bâtiments qui vont être vraiment réalisés comme à Cinecittà. Tout de suite c'est pas du tout les mêmes budgets. Didier Passamonique, j'aimerais qu'on évoque Astérix et son célèbre village. Comment s'y sont pris Goscinny et Uderzo pour figurer le village? Quelle est la part de réalité et la part d'invention? Expliquez-nous un petit peu. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent parce que quand ils dessinent Astérix, au moment de faire le village, ils n'ont rien. Il n'y a rien. Il n'y a carrément rien. Quand ils dessinent Rome, ils s'y retrouvent un peu parce qu'il y a Jérôme Carcopino qui a fait un bouquin qui s'appelle La vie quotidienne à Rome. Et un jour, Goscinny a reçu une lettre de Jérôme Carcopino qui lui disait « Je vous félicite pour la qualité de votre documentation ». Et Goscinny, dans une interview, a dit « Il a dû reconnaître la sienne ». On va revenir sur Rome. Expliquez-nous là le cas du village gaulois. Oui, alors, le village gaulois, est-ce que c'est un enclos rond ou carré? En fait, les historiens en savent rien. Enfin, quasiment. Yves, mais ça les interpelle. C'est que du coup, ils vont commencer à aller vérifier si le village est rond ou carré, si les chaumières sont avec des toits de chaume comme ça. Si, par exemple, Uderzo m'a dit qu'il n'a jamais trouvé un historien qui puisse lui prouver qu'il y avait un âtre et une cheminée dans une maison. Alors, non seulement Uderzo n'a jamais trouvé cet homme que j'aimerais rencontrer, mais en plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Goscinny a quelque part une expérience, et là je suis absolument en désaccord avec Didier, c'est chouette, qui vient en fait d'un village de l'âge du bronze qui a été reconstruit en Pologne et qui est Biskupin et qu'il a vu. Pour le reste... Pas en 59, enfin. Ah si, le village est déjà reconstruit depuis les années 30. Ah ouais, attends. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que qu'il l'ait vu. Pour le reste, on n'est pas trouvé de traces. Aucun archéologue n'a vu de village gaulois à cette époque.
On a des idées sur les occupations de hauteur, sur les oppidums. On a des idées sur les modes funéraires. Mais trouver un village gaulois, il va falloir attendre très tard pour qu'on commence à en avoir. Alors, l'enclos, l'enclos carré, tout ça, c'est la panique absolue. La manière de faire tenir une palissade, c'est pas beaucoup plus simple. La construction en pierre qu'on voit là est évidemment totalement anachronique. Le système de construction des toits ne peut pas tenir. On est juste là dans des problèmes d'impossibilité, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que c'est une image qui tient. L'image elle-même tient. L'image elle-même tient et le fonctionnement social que va tenter de définir à la fois à coup de crayon et puis derrière avec le texte de Goscinny, c'est une vraisemblance. C'est une vraisemblance qui est très crédible. Non, elle n'est pas crédible du tout. C'est pas comme la société gauloise n'a rien à voir avec celle d'Astérix. Rien à voir. Oui, mais quelque part, on s'en moque. On s'en moque parce qu'il y a toute une génération d'archéologues qui vont être passionnés par les Gaulois à cause de ça. Marc Jailloux. Grâce à ça. Non, ce qui me frappe en fait en voyant l'image, c'est qu'on se rend compte effectivement que ça peut pas tenir d'un point de vue historique. En revanche, on se rend compte que c'est très proche finalement de l'image qu'on en a, et c'est très proche aussi quelque part de nos habitations par certains aspects. Il suffit de raccourcir un peu les cheminées, on a des hautes toitures, etc. On voit bien le souci et l'envie chez Goscinny et Uderzo de nous parler, enfin, de parler d'une époque ancienne en parlant de l'époque contemporaine. Parce que, y compris les épicéas au fond du jardin, quand même. Hein. Fabrice Doigt. Ouais, je crois qu'il manque plus que les nains dans le jardin aussi. Mais Le péage à l'entrée. Non, mais c'est un peu le même principe qui habite aussi cette série Silex and the City. C'est des uchronies, c'est des choses comme ça, et c'est intéressant parce qu'on se projette dans le paléolithique comme on se projette là dans le monde gaulois. Alors, il y a d'autres contresens dans Astérix, dit Passamonique. Voilà quelques exemples. Hein. Le pavois d'Abraragourcix, le chef gaulois. Oui, Yves Le Béchennec, le pavois, c'est un truc bien plus tardif, c'est les Francs qui portent leur chef sur un pavois. Encore dans certains textes, et ça pose beaucoup de problèmes. Non, d'une manière générale, le simple fait de paraître en présence de femmes dans une tenue de guerrier, on est là dans des choses qui sont déjà très compliquées. La place des femmes globalement dans cette série est compliquée. C'est pas vrai, quoi. Au demeurant, je rappelle que dans les 3000 archéologues, il y a pas mal de filles. Hein. Je dis ça comme ça au passage. On est quand même dans des métiers qui sont aujourd'hui largement, et j'espère que notre collègue nous rejoindra d'ici quelques années, qui sont largement des métiers féminins. Bon, au passage. Sur le pavois, alors le pavois, les boucliers de combat celtiques ne sont pas du tout adaptés à monter dessus. Ou alors seulement quand on les prend dans les dents, ce qui est assez désagréable. Marc Jailloux. Ce qui est amusant, c'est qu'Astérix se passe à la même époque qu'Alix. Alors pour l'anecdote, le père d'Alix s'appelait Astorix. Voilà. Donc il y a vraiment une voyelle qui fait la différence. Et d'ailleurs, cette appellation précède Astérix de quelques années. Hein. Tout à fait. On peut penser qu'Astérix s'inspire. D'ailleurs, on me demande si Astérix n'est pas une petite parodie d'Alix à un moment. On peut se demander. On va revenir sur Alix tout à l'heure, mais d'autres contresens peut-être, Didier Passamonique. Oui, les tout à sangliers. l'heure, si on revient à l'image précédente, vous allez voir qu'il y a quelques dolmens qui traînent. On en reparle tout de suite. Au fond, il y a des menhirs dont on va reparler dans quelques minutes. Sur l'image d'après, Obélix et Astérix font la chasse aux sangliers. Ça a l'air d'être leur seule nourriture. Je pense que vous, les archéologues, vous avez prouvé qu'ils mangeaient autre chose que du porc, quand même. Enfin, que des sangliers, plutôt. Alors, oui, ça c'est un truisme. Hein. Ça fait 30 ans qu'en Picardie, on accumule les montagnes d'os animaux pour ne trouver de sangliers que les superbes défenses qu'on voit là, et qui, comme ça se fait dans le monde maghrébin, peuvent très souvent être montés en décor. Bon, au Maghreb, ça sert de marqueur aux premières chasses d'un jeune garçon. Voilà. Comme dans Rahan, en fait. Un peu dans ces idées-là. De toute façon, ces objets ils sont tellement impressionnants que voilà, on va les utiliser. Mais donc, les Gaulois ne bouffaient pas de sangliers? Les Gaulois ne mangent pas de sangliers, ou en tout cas, s'ils mangent des sangliers, ils ne ramènent pas les carcasses dans les habitats là où on les trouve. Sans le 4x4, ramener une carcasse d'un sanglier de 300 kg, c'est très pénible. Donc, il y a tout un rite qui fait qu'on enlève la viande
et qu'on ramène la viande, voilà. Donc nous, ce qu'on voit, c'est la quotidienneté, et c'est toute la chaîne de l'agriculture qui est derrière. Et les Gaulois sont d'excellents agriculteurs, ce que, à l'époque, ni Goscinny ni Uderzo ne peuvent imaginer. On mange pas de sanglier dans Alix, hein. Non, on mange pas beaucoup de sanglier, on tient la ligne. Ouais. Autre contresens, le menhir, Didier Passamonique. Le menhir, les menhirs et dolmens, c'est 7 siècles avant Astérix, non? Alors, il faut se remettre dans l'idée de ce qu'est notre discipline il y a un siècle et demi. Quand on sort en fait du milieu du 19e siècle, il y a encore une partie non négligeable des gens, on va dire éduqués, qui ne font pas la différence entre Gaulois et dolmens. Donc là, on est dans le temps que mettent les choses à passer dans la culture populaire. Mais est-ce que ces contresens, dans Astérix notamment, est-ce que ça contribue pas à forger des idées reçues sur les Gaulois dans le grand public? Donc des idées fausses, quoi, une fausse histoire. Oui, en grande partie. Maintenant, des fake news. Maintenant, je ne pense pas qu'en fait ce soit si grave que ça. À partir du moment où le texte qui est derrière, c'est celui de Goscinny, qui va permettre justement d'éviter l'anachronisme, qui va tellement s'inspirer de choses du siècle qu'on évite justement ce sentiment d'anachronisme. C'est là tout l'intérêt d'Astérix. Oui, il ne faut jamais oublier qu'Astérix ne raconte pas l'histoire. Astérix est une parodie de l'histoire et raconte en fait la vie d'aujourd'hui à travers cette parodie de l'histoire. Fabrice Douard, il existe 2 grands courants de dessinateurs, hein, un courant fidèle et un courant beaucoup moins fidèle, hein, oui, en matière d'archéologie. Oui, voilà, beaucoup plus libre, qui arrive à s'émanciper de son sujet. Mais un courant, quand ces 2 courants ont toujours coexisté. Et en plus, un auteur peut, pour une série ou pour un ouvrage, passer du courant fidèle et réel à une autre série, passer à celui de la liberté totale. Mais oui, donc ces 2 courants coexistent depuis l'origine de la bande dessinée. Et c'est un autre point commun d'ailleurs avec l'archéologie, je trouve, c'est que l'archéologie comme la bande dessinée, ce sont des disciplines très récentes finalement. Ça se dit un siècle et demi, la bande dessinée c'est à peu près pareil. Après, je sais qu'on se dispute sur les origines, mais bon, voilà. Et donc, effectivement, les erreurs, tout évolue avec le temps. Les erreurs sont permises, au contraire, c'est ce qui fait avancer les choses. Et donc, parfois, par la liberté, comme on l'a souligné là, hein, on va avancer, faire avancer la recherche, et vice versa. Donc, ils se tiennent la main. Et par exemple, tu citais tout à l'heure, voilà, est-ce que le village était rond ou carré? Par exemple, l'archéologie urbaine n'existe que depuis les années 1970 environ. Donc voilà, petit à petit, les choses se mettent en place. Et d'ailleurs, la Rome représentée dans Astérix, est-ce qu'elle est vraiment la Rome du temps de Jules César en l'an 50 avant Jésus-Christ? Didier Passamonique? Voilà. On peut rester sur cette image. Oui, non, mais je pense que Marc Jailloux est bien plus. Non, mais racontez-moi la Rome représentée dans Astérix. Est-ce qu'elle est fidèle ou pas? Non, elle n'est pas fidèle du tout, puisque c'est la Rome de Constantin qui est de quelques siècles postérieure. C'est la Rome de l'Empire, en fait, alors que dans Astérix, normalement, on est encore dans la République. César n'est pas empereur, il faut le rappeler. Il est juste général, il est dictateur. Non, ça c'est en fait un plan de la Rome de Gilles Chaillet en fait. C'est la personne grâce à qui j'ai pu faire de la bande dessinée. Expliquez-nous. Bon, en fait, j'ai rencontré Gilles Chaillet qui était un passionné de la Rome antique, qui faisait de la bande dessinée à côté. Ça, il faut savoir que c'est ce qu'il faisait pour s'amuser à côté de ses bandes dessinées. Voilà, alors chacun s'amuse comme il peut. Lui, en fait, en tout cas, c'était vraiment son truc. Il adorait représenter cette Rome, et donc il s'est mis à représenter tout le plan de Rome. Il faut savoir que c'est la Rome du IVe siècle. Voilà, c'est la Rome la plus connue, c'est-à-dire la Rome impériale. Voilà, avec vraiment tous les bâtiments, tout est cumulé en fait. On a vraiment, voilà, ça c'est vraiment la Rome qu'on a de plus connue. Et le problème, c'est quand on va travailler sur Rome, c'est quelle période de Rome, dont notamment Alix. On est en fin de période républicaine, on est en moins 50 avant Jésus-Christ. Là, on est au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est quand même énorme en termes d'écart. Donc il faut arriver. Là, au contraire, à l'investigation, c'est quand on a ces données-là, c'est qu'est-ce qui existait à cette époque-là et qu'est-ce qui n'existait pas. Donc là, on prend son bulldozer et on doit enlever virtuellement des bâtiments qui n'existaient pas, en remettre d'autres, en déplacer certains.
Alors, ce qui est marrant, c'est que Jacques Martin, en fait, quand il doit dessiner Rome... Le créateur d'Alix. Le créateur d'Alix, qu'est-ce qu'il fait? Il va au même musée que Jacobs. Il va voir les mêmes archéologues. Le musée du cinquantenaire. Le musée du cinquantenaire, où il y a une représentation de Rome en maquette, volume, ouais. En maquette, qui est une des 3 ou 4 maquettes qui ont été faites. Il y en a une à Caen, il y en avait une à la Sorbonne qui a été détruite en mai 68. Et donc, effectivement, c'est cette Rome-là du IVe siècle, c'est la Rome de Constantin. Et alors, il la restitue avec une telle perfection qu'il va jusqu'à dessiner dans Alix le musée archéologique de Rome de 1953 quand même. Hein. Donc c'est pas toujours... La précision peut parfois mener à l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que ces gens-là étaient des précurseurs. Ce sont des gens, ce sont les premiers. Il faut voir qu'est-ce qui était la bande dessinée franco-belge avant justement ces gens-là comme Jacques Martin. Qu'est-ce que c'était? C'était je fais des temples, peu importe qu'ils soient grecs, romains, on s'en fiche, c'est des temples. Les casques, on mélange toutes les époques. Lui fait partie je pense c'est un des premiers, en tout cas ça a été le plus connu dans le franco-belge, à s'intéresser... Pouvez nous raconter Alix, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, vous qui avez collaboré avec Jacques Martin et qui avez coécrit des albums? Alors Alix est un jeune Gaulois en fait qui fait partie. C'est un fait un peu étonnant. Il a fait partie en fait d'une tribu gauloise qui accompagne Crassus en Orient. Donc faut imaginer des Gaulois qui accompagnent des Romains en fait. Et pendant ce temps-là, en même temps, les Romains les Gaulois sont en Turquie. Tout à fait. Mais pendant ce temps-là, César se bat contre les Gaulois. À Istanbul, il y a un quartier qui s'appelle Galata, ça veut dire romain. Ça veut dire gaulois, pardon. Ça vient du mot gaulois. Tout à fait. Mais pour revenir donc simplement sur Alix, en fait, donc c'est un jeune Gaulois qui a été adopté par un riche sénateur romain et qui va vivre des aventures dans le bassin méditerranéen. Voilà, qui va parcourir l'Asie mineure. Et pouvez-vous nous raconter le processus de reconstitution des architectures antiques dans Alix? Comment travaillait Jacques Martin? Et comment vous avez travaillé avec Jacques Martin? Alors moi j'ai de la chance d'arriver bien plus tard, mais il faut savoir que lui commence dans les années 50. Le premier Alix sort en 48. En fait cette année les 70 ans de la série, ce qui est quand même assez énorme pour une série. Et en 48, Martin il dispose de très peu de choses. Il habite à Verviers et il va à la bibliothèque de cette petite ville. Et en fait il y a 2 ouvrages qui ont été importants pour lui. C'est de Frédéric Ottenroth et un autre qui est d'Alembert et Saglio. En fait, qui sont 2 séries encyclopédiques avec dedans des gravures, un en couleur, l'autre en noir et blanc, des ouvrages qui ont vraiment disparu maintenant, qui sont impossibles à trouver. Et lui, il a commencé avec ça. Donc, c'était des ouvrages qui dataient de la fin du 19e siècle. Il a commencé à voir les premières représentations de Khorsabad dans le premier Alix. Il est parti de là. Le Khorsabad du premier Alix, ça fait 5 siècles qu'il est déjà anéanti. Mais lui, il le représente parce que déjà, le fait de le représenter, c'est déjà une prouesse en soi. Et ensuite, petit à petit, à l'époque, il y a aussi le cinéma. Évidemment, il n'a pas de DVD, mais on a des revues de cinéma. On a retrouvé justement dans sa documentation des coupures de journaux d'époque, les films de Bénure, les films Le Salammbô de Marodon de 1922. Enfin, tous ces films-là l'ont vraiment aidé. Pour représenter Rome, il s'appuie notamment sur des peintures académiques du 19e siècle, les peintures de Jean-Léon Gérôme par exemple. Très peu finalement, parce que en fait, au niveau de, il reprend pas, il fait pas des copier-coller, c'est-à-dire qu'il fait justement, je pense, un véritable travail qui est très très crédible. Parce que moi, ce qui me fascine quand je relis ses anciens albums, c'est que je vois quand même que on peut le critiquer parce qu'il avait à disposition beaucoup moins de choses que maintenant. Néanmoins, ça tient très très bien la route et il rentre pas justement dans les poncifs du Policier Verso, etc. Il est très très vigilant avec ça, ce qui est remarquable pour l'époque. Après, moi, effectivement, je suis arrivé beaucoup plus tard. J'ai cette chance-là. Déjà, j'ai pas connu la guerre, donc Dieu merci. Et en fait, j'ai pu bénéficier de tout ça, mais maintenant, il y a aussi beaucoup de revues. Mais je crois savoir que dans les années 70, Jacques Martin a connu une grande déception quand il découvre que la Rome de César est plutôt faite de briques que de marbre. Il avait idéalisé sa vision de Rome. C'est tout le débat, enfin après ça pourrait prendre un peu de temps, mais qu'il y a entre les véristes et non véristes. Moi je pense que la réalité se situe vraiment au milieu. C'est-à-dire qu'à la base, le stimulus en fait c'est d'avoir dans un premier temps, la première impulsion c'est de se documenter, ce qui va nourrir l'imagination du dessinateur.
Et ensuite, il y a la confrontation réelle. Moi, je suis assez confronté à ce problème-là. C'est-à-dire quand vous devez représenter la Rome, ou une partie de la Rome, quand vous vous rendez compte que finalement c'était pas comme ça, et qu'en fait ça n'existait pas, ça il faut l'enlever. Par exemple, dans le dernier lancement du Gladiateur, j'ai délibérément mis certains casques qui datent en fait de à peu près 30 ans plus tard, parce que les casques de Gladiateur, c'est ce qui font rêver les enfants. Peu importe que ce casque-là existe, il faut que ça fasse rêver. Ensuite, il y a quand même différents niveaux de lecture. Et les gens beaucoup plus aguerris peuvent voir dans mon album justement que j'ai fait un vrai travail de recherche et de documentation. Quel regard vous portez, Yves Le Bechneck, sur le travail de Jacques Martin ou de Marc Jailloux? Ce qui est très difficile, c'est qu'il ne faut pas que nous, archéologues, on se trouve dans une position où on arriverait avec la réalité, avec la vérité, en disant voilà, tel type de combat de gladiateur n'est pas crédible, enlevez-moi ça, ça ne tient pas. Qu'on dise, par contre, attention, le couple de gladiateurs, c'est un couple, ça doit fonctionner en spectacle, donc on va avoir un certain nombre de pièces de protection qui sont faites pour que le spectacle dure, parce que c'est des athlètes de prix, etc., qui est aujourd'hui la manière dont on conçoit le travail des gladiateurs. Juste pour arriver à ça, il a fallu qu'il y ait des gens qui s'habillent avec ce matériel-là, qui aillent en public avec ce matériel-là. Et qui fassent des vrais combats. Et qui fassent des vrais combats. Bon, quelques-uns en y laissant pas mal de doigts, parce que, voilà, même avec des protections, même en faisant attention, on a quelques collègues qui commencent à être bien cassés, mais qui permettent de comprendre comment la dynamique de spectacle, parce qu'on est là dans du spectacle. Et c'est ça l'idée nouvelle que de dire attention, ces équipes de gladiateurs, ce sont l'équivalent de nos équipes de footballeurs actuelles et ce sont des gens qui sont connus, adulés, etc. Donc ils ne meurent pas à chaque fois, etc. Et puis, tout ce matériel, par exemple ce système de protection de manches, etc., ça a un sens. Là, équipé comme ça ne marche pas. Et donc ce qui est intéressant pour nous, archéologues, c'est de regarder ça et de se dire attends, je ne comprends pas là les éléments de cuir qui ne se retrouvent pas, qu'on va avoir en iconographie, les éléments en métal qui eux se retrouvent, etc., marchent comme ceci ou marchent comme cela. Marc Jailloux, Jacques Martin a noué des relations fécondes avec des archéologues comme Jean-Pierre Adam, qui était un spécialiste de l'architecture militaire antique. Oui, mais en fait, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, justement, effectivement, il y a toujours ce problème de la véracité historique. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il y a une confrontation qui est évidente. Le couple ne peut pas fonctionner à un moment donné entre archéologue et dessinateur, parce que le dessinateur doit fantasmer, il doit donner du rêve, il doit donner envie de rêver. Donc à un moment donné, il y a un moment où l'archéologue, moi j'ai rencontré des troupes de gladiateurs, j'ai rencontré des gens qui font justement des spectacles de gladiature, j'ai enfilé des costumes, ils m'ont montré comment ils travaillaient, etc., pour sentir le poids des armes, etc. Donc j'essaie de m'en approcher au plus près, mais comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, si j'ai envie de mettre un casque qui me fait rêver, j'estime que l'enfant qui va lire ce livre, si le casque a 30 ans de plus, c'est pas très grave. Ça va lui donner envie de s'intéresser aux gladiateurs, et à la fin du livre, il aura de toute façon l'impression d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'est la gladiature en 2018. Et puis, il faut pas oublier que le détail suscite la curiosité. Quand j'ai lu Salammbô de Flaubert, je suis tombé pour la première fois sur le mot cothurne, les cothurnes de bronze. Si on peut revenir sur le dessin précédent, les cothurnes de bronze, c'est ce qu'il porte sur ses jambes-là. J'ai dû aller regarder dans le dictionnaire. Et à 12 ans, c'est une expérience utile. Ça montre, au fond, que aussi bien la littérature que la bande dessinée peut amener un regard critique. On va s'intéresser au pittoresque du mot ou du dessin et ça peut vraiment amener des passions. Lisa, vous qui êtes à l'école, élève à l'école du Louvre, qui êtes une grande passionnée de bande dessinée, vous êtes attentive aux cohérences et incohérences que vous pouvez retrouver à la lecture de certains albums comme ceux d'Alix ou de Edgar P. Jacobs? Alors totalement. Je me plais à relire des bandes dessinées que j'ai lues il y a longtemps et à me dire ah non, ça marche pas. C'est vraiment quelque chose que je trouve très drôle à faire. Mais ça ne nuit pas à votre plaisir de lecture? Absolument pas. Au contraire, même je me dis,
exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire que on rebondit, ça pique la curiosité et du coup ça emmène à faire des recherches. Et je trouve que c'est ça justement qui peut emmener à certaines passions et donc découvrir de plus en plus. Est-ce que dans Alix, Marc Jailloux, Didier Passamanic, est-ce que les costumes, les décors ont évolué en même temps que la recherche historique contemporaine en matière d'archéologie? Oui, c'est évident, contrairement à Astérix, justement, où ils ont gardé dans la page de garde le fameux Astérix qui donne un coup de poing, il a bu de la potion magique, il envoie un Romain voler en l'air, évidemment, où l'armure fait presque un effet comique de ressort, donc il a gardé en fait cette forme d'armure. Cette forme d'armure, on sait qu'elle n'existait pas à l'époque en moins 50 avant Jésus-Christ. Ce qu'avait pourtant dessiné, représenté plus ou moins Martin dans les premiers albums. Et quand on va, plus le temps passe, quand on est dans les années 80, sur les albums comme Vercingétorix, là il a revu complètement les costumes des Romains. C'est plus du tout ça en fait. On est plus sur de la cuirasse, du plastron en cuir. D'ailleurs, voilà, typiquement dans la représentation, là on arrive à un certain problème, c'est que plus le temps passe, plus on se rend compte que finalement l'uniforme romain n'existait pas. C'est Napoléon qui a inventé les uniformes. L'uniforme romain, c'est-à-dire qu'on s'habillait avec un peu ce qu'on avait. On prenait un casque par-ci, un bouclier à droite. Je suis déçu là, je suis très déçu. Et donc c'était pas une armée en rouge et or qui paradait. Ça c'est vraiment la vision de. Sans compter que l'armée romaine était composée de Gaulois. Et voilà. Et donc justement, évidemment, les Gaulois et les Romains avaient les mêmes costumes. C'est-à-dire qu'à la fin, on en arrive à un constat, c'est qu'ils étaient quasiment pareils. Donc finalement, quand on commence à représenter la prise d'Alésia, la bataille d'Alésia, avec des Gaulois qui affrontent des Romains, mais ils se ressemblent tous, le public s'y perd. Donc on est obligé de donner des codes graphiques. Donc on arrive aux limites de la représentation en disant, bon, là, il va falloir, pour pas perdre le lecteur, simplifier, tricher avec l'histoire. Yves Le Bechneck? Non, on est vraiment dans ces difficultés-là. Il y a une autre difficulté dans les rapports entre archéologues et dessinateurs, c'est que nous, on peut les charger de toutes nos questions. À un moment donné, il faut que ça fasse une image. Et il faut que cette image qui a été produite, elle soit suffisamment de bonne qualité pour raconter l'histoire. Or, nous, on a un vrai problème de synthèse. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans l'expérience de faire un album de BD avec une équipe, il y a cette difficulté-là que de réussir. On part dans des bonnes conditions, on est tous frères. On veut absolument respecter la liberté de l'auteur, la liberté du dessinateur, etc. Et au fur et à mesure, le dessinateur revient en disant « Oui, mais ça, je le dessine comme ça ou je ne peux pas le dessiner comme ça ?» Et là, on découvre que il va falloir qu'à un moment donné, on prenne une position et que cette position ne soit pas forcément étayée. Moi, je sais que j'ai tendance en fait à faire beaucoup de travail de prospection en amont. Vous nous avez apporté plusieurs planches, il y a un montage. On peut peut-être revenir sur encore l'image d'avant. Ça montre quelques problématiques de reconstitution. Expliquez-nous. Bon, là, c'est donc l'album Le Serment du Gladiateur, le dernier album d'Alix que j'ai dessiné. Alors là, on est sur la première page, donc on commence toujours par une image, un plan d'installation, un plan d'exposition, pardon, pour montrer en fait, voilà, l'arrivée sur Pompéi, un bateau marchand arrive sur Pompéi. Je dois représenter donc le port de Pompéi. On a juste un petit problème, c'est qu'entre-temps, il y a un Vésuve qui a une éruption et qui, en fait, la côte de Pompéi s'est retrouvée reculée de plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, on ne sait pas, précisément, on ne sait pas du tout à quoi ressemblait le port de Pompéi. Contrairement à Herculanum, qui lui est vraiment, on peut le visiter, Pompéi, on ne sait pas. Ça a été reculé. Donc maintenant, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait peut-être un port, peut-être même deux ports. On se demande s'il n'y a pas eu deux ports, un port marchand. Et là, quand même, malgré tout, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à Pompéi, il y a une porte qui s'appelle la Porte Marina. Donc on se doute que la Porte Marina, ça devait quand même donner sur la mer. Donc du coup, sur cette première case, je suis obligé d'aller faire justement des recherches. Il y en a plein, hein, mais voilà, il y a quelqu'un qui m'aide beaucoup, c'est Jean-Claude Golvin en fait, puisqu'il fait énormément de reconstitution historique. Donc là, j'ai pris le port d'Ostie. J'essaie de trouver des ports à peu près à la même époque et de faire des analogies justement entre le port d'Ostie et le port de Pompéi. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est que là justement, je me dis mais dans La Griffe Noire, un album que Martin a dessiné il y a très très longtemps. Les cases qui sont en haut à droite, en fait, c'est le port de Pompéi dessiné par Martin. Et donc j'essaye de rendre crédible le mix entre mon interprétation du Pompéi par rapport à ce qu'on a de scientifique
et par rapport à ce qu'avait fait Martin à l'époque. Donc la statue que vous voyez à l'entrée du phare, etc., vous la retrouvez à gauche à l'entrée, le phare, etc. J'essaie de complètement raccord, de sorte à ce que les gens qui lisent l'album voient qu'il y a des avancées scientifiques et en même temps on est dans une filiation. Parce que Alors, pour moi, ça, c'est important. il y a de la pub là. Qu'est-ce que c'est que cette pub? Alors, il y a de la pub. C'est qu'en fait, effectivement, en plus, ça tombe bien puisque, comme vous savez, on a trouvé un tag à Pompéi qui nous finalement atteste que l'éruption aurait eu lieu un peu plus tard, finalement. Voilà. Et donc en fait, voilà, donc la pub, comme dit si bien Didier, c'est à gauche en fait un tag de gladiateurs. Quand il y avait un combat de gladiateurs, on mettait pas d'affiche à l'époque. Ce qui se passait, c'est que pendant la nuit, à la hâte, il y avait en fait des gens qui venaient avec. Alors le pinceau noir servait à dessiner rapidement les deux héros, les deux superstars qui allaient s'affronter, et en rouge. On écrivait les textes. Alors là, le texte, j'ai vraiment écrit un texte en latin qui dit qu'en fait, il y avait eu, ce jour-là, un tel et un tel vont s'affronter, et ce jour-là, il y aura un vélum. Ça veut dire que ce jour-là, on tirera le vélum, vous serez protégé de la lumière. Ou ce jour-là, il y aura du pain, il y aura une distribution de pain. C'était vraiment, on faisait ça très très rapidement. Ça ressemble effectivement à du graffiti. C'était fait en toute hâte pendant la nuit. Et le lendemain matin, sur les murs, vous découvriez qu'il y avait un super spectacle comme ça qui allait avoir lieu dans la cité. Et donc, bon, évidemment, c'était pour vous montrer en bas. J'ai pris quelques références. Une des rues les plus connues de Pompéi, c'est la rue de l'Abondance, que j'ai plus ou moins détournée pour rester dans l'ambiance. Voilà, donc c'est cette rue que vous voyez au milieu avec le tag sur la gauche. Mais dans Alix, il y a l'architecture, il y a effectivement ce tag, ce graffiti, mais il y a aussi, si vous regardez la jeune fille à droite, ses bijoux, la cruche qui l'accompagne, les décorations, tout ça, ce sont des choses que j'ai tirées de livres sur Pompéi, en fait. Voilà, ce sont vraiment je ne les ai pas inventés. La planche suivante. Alors la planche suivante, ce qui est intéressant sur cette planche, c'est qu'en fait, là on a une course-poursuite, en fait, il y a Alice qui poursuit une personne qui va se rendre dans la nécropole de Pompéi. Alors là, une chance inouïe avec cette nécropole, c'est qu'on a quand même pas mal de vestiges, donc on peut la localiser. Alors en haut, donc vous voyez à gauche la porte Stabia. Dans la case du haut, à gauche, vous voyez Alix qui court, donc j'ai reconstitué cette rue, à partir d'autres documentations, mais on est raccord. La deuxième case, pareil, on retrouve tout à fait le chemin qui était fait dans la deuxième photo. On voit qu'il y avait des murailles qui longeaient, j'ai découvert qu'il y avait des murailles qui longeaient la ville de Pompéi. Et alors, pour vous montrer quelque chose d'assez amusant, sur la troisième photo tout en haut, complètement à droite dans l'image, là j'étais sur Google Earth. J'ai carrément fait un screenshot de Pompéi, et avec le scénariste, on imagine le parcours... Screenshot, c'est quoi? Une capture d'image, pardon, excuse-moi. Donc on a vraiment le parcours qu'exécutent justement donc les protagonistes, avec la petite flèche blanche qui fait que voilà, on sait qu'Alix va passer par tel endroit, ils vont longer par tel endroit, et là on croit complètement ce qu'on raconte. Voilà. Et ainsi de suite, on arrive dans la nécropole. La nécropole, normalement, c'est là où la véracité, elle devait être en un peu meilleur état que je l'ai dessiné, mais le décor là devient un personnage. Il permet de se projeter dans une ambiance. On arrive à cette fameuse tombe où justement je me suis inspiré donc de différents éléments trouvés de Pompéi. Alors là, c'est un élément encore là, c'est assez intéressant parce que du coup, le problème de Alix, c'est que comme ça se passe en 50 avant Jésus-Christ, souvent les bâtiments n'existent pas. Les bâtiments étaient pour la plupart, pour faire simple, construits à l'époque impériale. Or, la chance que j'ai, qui est formidable, c'est que l'amphithéâtre de Pompéi existe depuis moins 80 avant Jésus-Christ. Donc, au moment de l'éruption, il est conservé, il existe. Donc là, je pars d'un bâtiment existant. Par contre, je me pose une question. Alors, donc, évidemment, on voit ensuite des bâtiments, des amphithéâtres en bois, puisqu'en fait, l'amphithéâtre, pour les combats de gladiateurs, en fait, a évolué au cours des années. Donc, il y a différents types de... Au début, c'était en bois. Hein, le Colisée n'existait pas à l'époque d'Alix, par exemple. Donc, c'est en bois. La forme va évoluer. Et là, ce qui est vraiment passionnant dans cette histoire, c'est que j'ai trouvé une peinture d'époque où on voit il y a une rixe à Pompéi, en fait, entre deux factures plébéiennes qui se sont affrontées. Néron n'était pas content, il voulait fermer les jeux pendant quelques temps, il les a vite réouverts, mais ça rapportait aussi, ça devait être intéressant. Et en fait, sur cette représentation, on voit que le vélum, donc c'est le voile hein, qui était installé par des marins, en fait, il ne recouvre que la moitié de l'amphithéâtre.
je me suis posé la question, je me suis dit, mais alors, il recouvrait la moitié, il recouvrait la totalité, peut-être qu'il y avait... J'ai posé la question, donc je me suis documenté. Il est vraisemblable que le vélum, finalement, parcourait toute la globalité de l'amphithéâtre. Mais du coup, je me suis retrouvé confronté au même problème que l'artiste romain qui a exécuté cette peinture, c'est que pourquoi il a représenté que la moitié de l'amphithéâtre couvert par un vélum, parce que sinon on n'aurait pas vu les personnages. Et moi, si on imagine mon image du bas, où si j'avais dessiné tout le vélum, on n'aurait pas vu effectivement les personnages. Donc voilà, on a été confronté à des mêmes problématiques avec 2000 ans d'écart. Bon, là, c'est pour montrer effectivement, voilà, une documentation sur le combat de gladiateurs dans l'amphithéâtre. On est à Pompéi. Il faut le savoir, c'est un des rares amphithéâtres, il n'y avait pas de souterrain, donc j'ai quand même mis des animaux parce qu'on s'est dit, voilà, on veut faire rêver le lecteur, on va pas faire 3 albums d'Alix au niveau avec des gladiateurs, donc on s'est permis de mettre des animaux, et tous les bas-reliefs, en fait, tout ce qu'on voit en fait derrière Alix, en fait, sur la frise rouge, ce ne sont que des motifs que j'ai récupérés à partir de vases, de mosaïques, etc., qui sont tous existants. Donc c'est quelque chose, voilà. Et là, on a effectivement ces personnages un petit peu sur la gauche, en bas, qui eux sont censés venir exécuter les animaux restants. Et la dernière planche? Et la dernière planche, c'était pour vous montrer aussi que, alors, le lecteur pense souvent à tort que l'architecture, c'est les temples. Tout ce qui est en marbre, tout ce qui est en pierre. Donc ça veut dire que tout ce qui est en bois, ça compte pas. Donc déjà parce qu'effectivement, c'est peut-être moins impressionnant, peut-être parce qu'on a beaucoup moins de traces du bois, qui a péri pour la plupart, à part à la civilisation de l'Athènes en Suisse, où grâce à ça, on a retrouvé complètement l'utilisation du bois, et on sait que c'était un élément important. Mais c'était juste pour vous dire, voilà, typiquement, je dois représenter une maison celte à la sortie du village, c'est une genre de taverne. Et pour dessiner cette taverne, c'est la case qui est au milieu de la page. Mais je vais m'inspirer de reconstitutions qui ont été faites récemment, dites scientifiques, hein. Oui, voilà, ça va, confirme. C'est bon. Et je vais prendre tout à fait en haut, je vais prendre une stylisation celte que je vais adapter à mon petit animal qui se trouve sur la frise que vous voyez au milieu de l'image. Voilà, donc c'est pour nous donner le niveau de détail, pour essayer vraiment de s'immerger, le petit animal qu'on trouve en bleu au milieu et en dernière case. Voilà. Un mot, Didier Passamonique, Yves Le Bechneck. Oui, je voudrais juste ajouter un point supplémentaire à tout ce qui a été raconté. C'est que pourquoi Astérix ou Alix s'intéresse à une histoire qui se passe en 50 avant Jésus-Christ? Parce que la source, c'est Jules César, essentiellement. Et pourquoi cette source arrive jusqu'à nous? Parce que les stratèges à travers les siècles vont garder ce texte comme modèle de stratégie et pas du tout d'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que au fond, finalement, le travail qu'on peut faire, on peut aller encore plus loin et s'interroger sur le sens de la fortune critique d'une représentation à travers le temps. C'est dommage que les Gaulois transmettaient tout par oral, parce qu'on aurait bien aimé avoir le point de vue de Vercingétorix sur la guerre des Gaules. Yves Le Bechneck. Oui, alors il faut aussi se rappeler que si nos auteurs choisissent les Gaulois, c'est parce que justement c'est un champ vierge. On peut finalement aller assez loin sans être embêté. Je crois qu'ils auraient préféré, pour certains, faire sur les Indiens. Bon, voilà. Et ça donne un peu la manière dont ça va se passer. Pour revenir sur l'image qui est en haut, ça fait en gros 30 ans que les archéologues fouillent des maisons, mais aussi les reconstruisent pour comprendre comment ça tient. Donc on est en train de renouveler petit à petit le stock d'images possibles. C'est pas sûr qu'elles soient forcément plus crédibles. Par exemple, sur les éléments de décor, moi j'adhère complètement au décor peint sur les façades. Lisa? Je pense que je peux pas en rajouter beaucoup plus, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, on fait un petit peu pas de côté Didier Passamonique, parce que les architectes des temps anciens auraient pu être des auteurs de bandes dessinées assez formidables, car nombre de dessinateurs, d'auteurs de bandes dessinées sont diplômés d'écoles d'architecture. Mais oui, parce que non seulement les dessins portent des documents, mais ils portent aussi l'histoire de l'art de leur temps. Et Hergé, par exemple, est un héritier du Bauhaus, de ce graphisme des années 20 qui
propose une épure, qui met du noir, qui met du blanc, des choses très rythmées. Et j'ai voulu montrer des images parce qu'il faut quand même qu'on ait un petit peu de sidération dans cette fin de parcours, des images d'auteurs de bande dessinée, comme ici c'est Jacques Loustal. Et en fait, Loustal a fait des études d'architecture. C'est-à-dire que quand il bâtit une perspective, une maison, il le fait pas sans comprendre ce qu'il dessine. Et donc c'est pas seulement un souci de documentation, c'est aussi simplement je dirais, d'éducation artistique de l'artiste, ce qui lui permet parfois d'avoir des perspectives qui swingent, quoi, qui vont pas forcément dans la rigueur, mais c'est, par exemple, on va voir l'image suivante. Ici, on a un Hollandais qui s'appelle Joost Swart. Il se fait que je parle néerlandais, donc je peux le prononcer correctement. Et là, on voit bien que on est tout en perspective cavalière, en fait. C'est quelqu'un qui est en train de nous faire des plans. Ça n'a rien de réaliste. On a la perspective des plans qui vient s'immiscer dans la représentation graphique, laquelle représentation graphique est directement inspirée d'Hergé. Et donc l'effet esthétique vient du décalage entre ces perspectives cavalières et le trait qui est authentiquement celui de Tintin. Image suivante, on dit pas Schuiten, mais Skeuten, c'est ça? On dit Skeuten, oui. C'est vous, mon professeur en la matière. Oui, non, mais c'est Skeuten, c'est un petit bateau en flamand. Et donc, Skeuten, évidemment, d'abord, il faut savoir que Skeuten est fils et petit-fils d'architecte. D'abord, il faut dire le baron Skeuten. Il a été anobli récemment par le roi des Belges. Donc, il n'aime pas beaucoup qu'on dise ça, mais donc c'est le baron Skeuten, qui est baron comme son père, qui a été anobli également, lui, de son vivant. Stéphane Bern. Et Skeuten, évidemment, s'est d'abord intéressé à l'architecte Victor Horta, et à Van de Velde, c'est ce courant d'architecture au début de siècle, et il est resté complètement figé là-dessus, et il a ajouté sur cette esthétique celle qui venait de Jules Verne. C'est-à-dire toutes ces uchronies verniennes qu'on retrouve aujourd'hui dans les œuvres steampunk et qui viennent des dessinateurs de Jules Verne. Jules Verne qui a beaucoup influencé Hergé aussi, et aussi un dessinateur qui est peu connu et qui s'appelle Albert Robida. Et ça, ce sont les sources graphiques de Skeuten. Là, on voit bien que c'est l'école d'architecture de Chicago. Deux dernières images. Et donc, pour des auteurs plus récents encore... là, c'est Chris... C'est Chris Ware, c'est un dessinateur américain qui va prolonger, au fond, la démarche de Joost Swart. C'est-à-dire que là, on est carrément dans le plan, quoi. Et au niveau de l'histoire, c'est bien de montrer l'histoire. En fait, il va faire le plan d'un immeuble et il va raconter ce qui s'est passé dans chaque pièce de cet immeuble à travers une période donnée. C'est un ensemble qui s'appelle Building. On peut passer l'image suivante. Et en fait, à partir de cette simple construction, il va raconter des petites histoires qui vont toutes prendre des formes différentes, soit un grand album, soit un petit fascicule, soit un Leporello qu'on déplie. Et donc, il y a un jeu à la fois sur la forme et sur le contenu, et qui est d'une absolue modernité. Fabrice Douard. Oh, je sais pas si je peux rajouter grand-chose, mais je trouve que du coup, là, on arrive dans une certaine archéologie de la bande dessinée, quoi, avec des citations comme dans des boîtes gigognes. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant d'ailleurs de montrer... je reviendrai vous expliquer la différence entre l'art flamand et l'art hollandais. Pourquoi Venez plutôt dans les salles du Louvre, vous la verrez voilà, plus. c'est ça. Il y a beaucoup de choses à en dire, et notamment Swart est un Hollandais, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très maîtrisé. C'est Vermeer, quoi. C'est Vermeer, c'est Mondrian, et donc pour répondre à la question, l'influence de Swart vient de Crumb
et des Américains. En fait, on sent cette influence américaine à travers le dessin d'Hergé. C'est vrai qu'il y a une archéologie à faire au niveau du graphisme aussi. J'aimerais qu'on termine cette conférence avec 2 lycéens. J'aimerais qu'on les accueille. Ryan Benoura, élève au lycée Lucie Aubrac à Pantin, et Samuel Kepler-Casséus du lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec. J'aimerais qu'ils montent sur scène. Bonsoir, à nos 2 lycéens. Bonsoir, on peut... Allez-y. Vous nous parlez ce soir, bonjour. Vous nous parlez de la théorie du grain de sable de François Skeuten et Benoît Peters, les célèbres auteurs des Cités obscures. Ryan et Samuel, installez-vous. Il y en a un qui peut rester debout sans problème. Allez-y, on vous écoute. Pour terminer, on termine avec vous. Alors, pour le coup, moi, je m'appelle Ryan Benouna. Donc, j'ai travaillé sur la BD de François Skeuten, La théorie du grain de sable, qui fait partie de la série de livres Les BD obscures, donc les cités obscures plutôt, qui retrace un peu tout ce qui concerne le réaménagement des villes par rapport à la vision du dessinateur en question. Donc, Samuel va présenter donc, ton livre. Samuel, on t'écoute. Moi, je suis le camarade de Ryan. Il m'a encouragé à faire cette représentation parce qu'on m'a dit que ça parlait d'architecture et que ça m'intéresse. Voilà. Moi, j'ai choisi L'Enfant penché. C'est une autre œuvre de François Skeuten. Et pour faire le rapport avec ce qu'a dit Ryan, je peux continuer. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas plutôt des questions à me poser parce que je suis un peu perdu. Non, moi j'ai pas de questions à vous poser. Je pensais que vous aviez. Pour le coup, oui, on a travaillé sur plusieurs choses. Voilà, allez-y, on vous écoute, alors déjà, je vais en poser une pour vous aider. Qu'est-ce qui vous attire qu'est-ce qui vous a attiré dans ces livres? Tu réponds en premier ou d'accord. Pour le coup, ce qui nous a attiré, je pense que c'est commun à tous les deux. Alors, on est déjà pour le coup très attiré par l'architecture et aussi par l'art. Donc l'art, le dessin, on dessine d'ailleurs ensemble depuis plus de 7 ans. Et c'est une BD des BD pour le coup qui nous ont frappé directement par rapport au style de dessin, au contraste et par rapport surtout à la vision du dessinateur et du scénariste pour le coup, parce que c'est pas seulement François Skeuten qui dessine, c'est aussi Benoît Peters qui crée un scénario auquel Skeuten illustre des images tout simplement. Donc tu vas répondre un truc en parallèle. Alors moi personnellement, c'était pas vraiment des œuvres que personnellement je visais. Je suis pas un grand lecteur de BD franco-belge. Je dis plutôt tout ce qui est plus occidental, plutôt des mangas et plus des comics plutôt américains. Mais j'avais déjà lu une BD de François Skeuten qui était en relation avec Paris, je me souviens plus du titre. Et en fait, ce qui m'avait directement marqué, c'était comment il mettait en avant l'architecture. Avec une architecture qui est tout le temps gargantuesque. Les personnages sont souvent ramenés à des petites tailles. Et les planches, la structure des planches met bien en avant l'architecture. Il joue aussi bien avec les ombres. Je crois qu'il dessine souvent en noir et blanc. Et les contrastes font ressortir les dimensions en fait, de ce qu'il dessine dans ses BD. Didier, une dernière question peut-être. Vous qui connaissez très bien l'œuvre de Peters et Skeuten. Oui, alors, tu veux une anecdote ou Non, mais en relation avec nos deux jeunes camarades. Ok, on a compris donc l'architecture. Est-ce que vous avez saisi que l'histoire elle-même, elle est architecturale? Oui. C'est-à-dire, il y a une construction aussi élaborée même que les dessins qu'on peut voir. J'ai feuilleté le livre et en fait on voit que l'architecture qu'il présente est, pour relier ça aussi avec l'archéologie, c'est un peu un mélange de tout ce qu'il y a dans l'histoire en fait de l'architecture. On voit des grands piliers qu'on pourrait associer à ceux de l'Antiquité. Ryan? Oui. Particulièrement, ce que j'ai remarqué moi personnellement, c'est que donc Skeuten plutôt un regard avant-gardiste aussi sur les choses. Donc il y avait plusieurs images qui représentent la ville de Bruxelles comme il l'aperçoit.
Donc, on peut reconnaître évidemment des bâtiments typiques de Bruxelles, donc comme les bâtiments haussmanniens à Paris, qui ont été revisités par Schuiten. Donc, on a parlé de fils et petits-fils d'architectes, mais il faut savoir aussi qu'il est frère d'architecte, donc par Luc Schuiten, qui s'est d'ailleurs inspiré d'un des... Donc, on a parlé de la théorie du grain de sable. Il y a un train qui est très important dedans. Donc, c'est un livre qui a été écrit, si je ne m'abuse, avant les années 2010. Donc, les années 2010, c'est là où il y a eu l'apparition des tramways actuels, qui ont été directement inspirés à Bruxelles par les dessins de François Schuiten, par son frère. La boucle est bouclée. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une chose à rajouter, Ryan et Samuel, parce qu'on va terminer notre conférence. Vous avez des choses à... Moi, je raconte un dernier truc sur Schuiten, si tu veux. Vous avez vu qu'il y a une BD qui s'appelle Brussels. Et en fait, ce qui frappe Schuiten au moment où il commence à faire ses bandes dessinées, c'est qu'on est en train de détruire la ville de Bruxelles, en fait. Les architectes bruxellois ont inventé un truc très sympa pour détourner les réglementations. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à la façade. Et ils démolissent tout le reste du bâtiment et derrière, ils construisent des trucs en béton. Oui, et cette façon de faire, ça a un nom maintenant en architecture, c'est Brusselisation. C'est bruxellisation. En soi aussi, l'architecture, c'est ça, c'est trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre dans les villes. Donc François Schuiten généralement aussi remédie à ça par rapport aux ponts, par rapport aux surcharges qu'on retrouve sur les trottoirs, les boulevards. Et il met en scène aussi le problème que ça crée, donc dans des situations insolites, par exemple les éboulements, les ponts se cassent et cassent d'autres bâtiments auxquels ils sont reliés. Donc il remet en question aussi sa propre vision sur ce qu'il fait. Pour revenir à ce que vous disiez, la bruxellisation, c'est ça ? La bruxellisation, c'est ça. Bruxellisation. Ouais, ben justement, dans l'enfant penché, on voit certaines planches qui pourraient faire référence à ça, en fait. Je ne pourrais pas vous les montrer. Bah, je ne pourrais pas le montrer à tout le monde, en fait, mais où vous voyez, en fait, un vieux bâtiment. Sans rien derrière, il n'y a que la façade, et derrière, vous voyez les nouveaux buildings qui sont derrière. Malheureusement, je n'ai pas pu envoyer d'image. Fabrice Douard, pour terminer. Oui, sur Schuiten, pour illustrer un peu le propos que tu disais de l'importance de l'univers de Jules Verne quand même dans son œuvre, il suffit aussi d'aller se rendre à la station de métro Arts et Métiers, à Paris, et de voir que tout le décor a été fait par Schuiten, justement, pour illustrer un peu le Nautilus, on va dire, du Capitaine Nemo. Justement, je voulais rajouter un truc par rapport à ça. On m'a coupé par rapport à ce que je voulais dire d'important. Donc, ce train dont je voulais parler est un train qu'a dessiné Schuiten et qui a été repris ensuite par son frère pour l'urbanisation de Bruxelles. Donc en soi, on peut clairement remarquer par rapport à ce qu'a dit monsieur par rapport à l'aménagement des métros, que non seulement Schuiten s'inspire de l'architecture, mais l'architecture actuelle s'inspire de Schuiten. Merci beaucoup. Il y a une station de Bruxelles qui d'ailleurs est décorée par Schuiten également. Merci beaucoup Ryan et Samuel, restez là. Juste un mot de conclusion autour de la table. Tiens, Fabrice Douard, le co-commissaire de l'exposition Archéologie en bulle. J'espère surtout que ce débat, cette discussion aura donné envie au public d'aller voir les salles s'ils ne l'ont pas encore déjà fait, ou d'y retourner pour les autres. Voilà. Marc Jailloux, un mot de conclusion sur notre... D'aller voir l'exposition parce qu'elle est vraiment très très bien faite. Didier, passe à Monique. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Champfleury qui dit qu'il n'y a pas de pauvre image pour un esprit curieux. Merci à tous, merci à la direction de la programmation et de la médiation culturelle. Merci à nos invités, on peut les applaudir très fort, à nos étudiants. Merci à Dominique de Fonréau, à Michel-Antoine Pietri. Merci à l'équipe de l'Auditorium du Louvre, à Camille Delmas, la sous-directrice de l'Auditorium. Merci à Florence Dinet, la chef de projet à la Petite Galerie, Antoine Vandeville et Valentine Brochet qui nous ont aidés. Ils sont chargés de production, ils nous ont aidés à préparer cette conférence. Et la prochaine conférence au mois de janvier sera consacrée à la préhistoire et nous recevrons le dessinateur Jules, le célèbre auteur de la série Silex in the City. Merci beaucoup d'être venu ce soir. À très vite.